Bonjour à tous. Donc, je suis le docteur Schmitt, le médecin-colonel Schmitt. Je suis donc, comme disait Chantal Berger, médecin au SDIS de la Gironde, chez les pompiers. Elle m'a demandé de participer à cette table ronde et j'en suis très fière qu'enfin on pense aussi à nous, les soignants, qu'on pense aux professionnels qui sont sur le terrain et qu'on pense aussi que le psychotrauma peut nous arriver aussi. Nous allons être à plusieurs sur la table. Nous avons le docteur Charles-Henri Martin qui est responsable de la cellule d'urgence de médico-psychologique. Il va vous faire une présentation et vous la présenter. Nous avons le docteur Gilles Thomas qui est médecin-chef de service de psychiatrie à l'hôpital Robert-Picqué. Nous avons monsieur Rossini qui est le responsable de Faire Face et Résilience, une association pour les militaires, et nous aurons des témoins qui vous feront des témoignages de leur vécu. Bonjour à tous. Avant tout, je voulais remercier le comité d'organisation parce que c'est vraiment un très beau congrès. Et sur la question du psychotraumatisme, c'est toujours très plaisant de voir autant de professionnels et de personnes rassemblées autour de ces questions, moi qui me tiennent très à cœur depuis une dizaine d'années, à travers les cellules d'urgence médico-psychologique. Alors, on a 10 minutes, je vais essayer de faire très court, les diapos peuvent être un petit peu chargés, mais je ne vais pas vous parler de tout. L'idée, c'est de vous faire une diagonale un petit peu de ce qui existe, et puis de ce qui peut les réactions qu'il peut y avoir en situation sanitaire exceptionnelle. Allons-y. Bien, alors on avait parlé de Louis Cros sur l'ouverture du congrès. Parmi les critères, je ne sais pas si vous m'entendez bien ou pas. Oui. Donc, au cours des événements exceptionnellement violents, des réactions de stress peuvent générer des troubles aigus, que l'on a vu, mais aussi de comportements individuels et collectifs et qui peuvent venir perturber et même mettre en danger la sécurité des personnes ou désorganiser les secours. Donc, on rentre dans le cadre des secours qu'il y a dans les plans rouges, les plans nombreuses victimes et les dispositifs avec les blancs, le sanitaire, le SAMU, les rouges, les pompiers et puis les bleus qui sont les forces de l'ordre. Finalement, on peut distinguer deux types de situations, les situations de catastrophes de grande ampleur, de nombreuses victimes, que l'on va voir ici, et puis les catastrophes à effet limité ou micro-sociales, c'est-à-dire des catastrophes qui impliquent un nombre d'individus moins important. Donc chaque année, de nombreux plans, nombreuses victimes, on appelle ça plan rouge, il y a eu plusieurs noms, sont déclenchés sur le territoire, essentiellement sur des AVP, des accidents de la voie publique, des accidents d'entreprise, des lieux de rassemblement. Et l'idée étant de venir secourir un nombre important de victimes sur un lieu et organiser les premiers soins. Bon, ces événements sont qualifiés de catastrophes et traditionnellement définis par la survenue d'un événement brutal, soudain et destructeur, avec de nombreux morts ou blessés, avec des destructions matérielles importantes, une désorganisation sociale et un débordement des moyens usuels de secours. C'est un paramètre important. Donc dans de tels événements, les CUM sont systématiquement déclenchés maintenant avec le SAMU. L'intérêt alors on a parlé à l'ouverture du congrès sur l'intérêt de l'intervention précoce. C'est vrai qu'il est difficile d'avoir des études scientifiques sur l'intérêt de l'intervention précoce puisque se pose la question de l'exposition des personnes à un trauma identique en situation identique et donc c'est parfois compliqué d'avoir des groupes homogènes. Mais quoi qu'il en soit, suite aux études impact, en particulier sur les attentats de Paris, il a quand même été déterminé qu'il y avait une réduction quand même chez le groupe témoin, enfin chez le groupe qui avait prise en charge précoce des troubles anxio-dépressifs à distance versus l'absence de prise en charge, approximativement 2 fois moins. Alors c'est pas que les troubles de stress post-traumatique, c'est troubles anxieux et troubles dépressifs. Et je vais accélérer. Donc depuis 2015, la France connaît une recrudescence de situations sanitaires exceptionnelles, comme vous le savez tous, entre les attentats, entre les événements climatiques. Ces événements sont caractérisés par le besoin d'une prise en charge médico-psychologique de plusieurs milliers de personnes, puisqu'on considère les personnes qui sont impliquées, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de blessure physique, ceux qui ont été blessés physiquement, les familles éventuellement, les témoins, etc. Le dispositif est coordonné et mobilise des centaines de professionnels sur l'ensemble du territoire, ce qu'on appelle les renforts interzonaux. Il y a des zones de défense et de sécurité. Nous sommes dans une zone région pour Bordeaux, enfin pour la Nouvelle-Aquitaine, comme sur Lyon. Et il peut s'organiser dans les événements exceptionnels des renforts entre les zones de défense.
L'articulation avec l'ensemble des services publics sur le terrain, et puis une première période d'intervention qui peut durer de quelques jours à parfois quelques semaines. C'est ce qui s'est passé à Nice, c'est ce qui s'est passé à Paris, c'est ce qui s'est passé aux Antilles aussi, post-Irma, etc. Et puis se pose évidemment la question du relais dans la prise en charge par la suite de ces personnes. Juste pour donner un peu le climat un peu sur la question du terrorisme, mais c'est quand même 256 civils qui sont décédés sur le territoire là, depuis le début de la vague d'attentats de 2015. C'est 22 attentats référencés, en tout cas pour les attentats islamiques, et puis de nombreux attentats encore déjoués, encore très récemment. On se rappelle tous, là pour les collègues peut-être qui sont là, qui viennent de Paris, très récemment de l'attentat sur la préfecture. Le dimensionnement est évidemment adapté au type de situation. Alors les CUMP ont été créés dans ce climat-là, c'est-à-dire en 1995, suite à l'attentat du ARB de Saint-Michel, où il y a eu une désorganisation totale du système en fait, de secours, en lien avec des personnes qui avaient des blessures psychiques et qui ont désorganisé le système. Et il manquait un module, on va dire, dans le dispositif Plan Rouge. C'est nos collègues militaires, qui parleront après, à qui on a fait appel pour leur expertise, justement, en question de psychiatrie de l'avant, en question du psychotraumatisme de l'urgence. Et c'est en partenariat avec eux que les premiers paradigmes ont été faits sur l'organisation des CUMP. Le principe, alors, bon, il y a un nombre de textes réglementaires incroyables, donc ça je vous le passe, c'est juste pour information, ça sera dans le diaporama pour ceux qui le souhaitent. Il faut savoir que les CUMP, leur fonctionnement, leur organisation sont organisés réglementairement avec des textes de référence divers et variés. Vous voyez qu'il y a beaucoup de textes depuis 2016 suite aux attentats et puis d'autres textes en lien avec situation sanitaire exceptionnelle, terrorisme et urgence médico-psychologique. Donc les missions des CUMP, qu'est-ce qu'on y fait? Il y a deux temps. Il y a le temps de la préparation et il y a le temps de l'intervention. Alors ce temps de préparation, il prend beaucoup d'énergie. Il y a la question de l'animation et de la coordination d'un réseau de volontaires, puisque au niveau de la CUMP, ce sont des psychiatres, des psychologues, des infirmiers et d'autres catégories professionnelles qui sont des volontaires en fait, inscrits sur des listes. La formation de ces personnels en psychiatrie de catastrophe. Et puis, donc c'est la psychotraumatologie de l'urgence, mais c'est aussi l'organisation d'un plan rouge, c'est l'organisation d'un poste d'urgence médico-psychologique, etc. Il y a l'entretien des listes de volontaires au niveau de la région, les procédures d'intervention, les exercices, les rétex. Il y a des groupes de travail au niveau national et au niveau régional sur le référentiel national, sur les dispositifs, sur la doctrine, sur les fiches au niveau régional des différents types de modules, on va dire, d'intervention. Ça, c'est par exemple les travaux qu'on a commencé à mener pour la région, avec l'ARS, pour le plan Orsan, sur la dimension, le volet médico-psychologique décliné au niveau régional de plans nombreuses victimes, alors qui a été finalisé avec un certain nombre de fiches réflexes, 11 fiches réflexes qui ont été mises en place, qui détaillent l'ensemble des procédures, du fonctionnement, déclenchement, intervention, le poste d'urgence médico-psychologique que vous voyez en bas à droite, etc., avec les fonctions de chacun, et l'idée étant de décliner sur un plan territorial pour une harmonisation. Sur le plan intervention, donc l'autre volet, préparation, ça c'est la plupart du temps, et puis régulièrement intervention, on est sur, pareil, il y a deux volets, il y a un volet organisationnel, c'est-à-dire le déploiement, alors rapidement, parce qu'on est sur une situation d'urgence, donc il faut aller rapidement sur le terrain, surtout sur les SSE, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps de latence, il faut vraiment intervenir précocement. Donc le déploiement dans le cadre du plan d'urgence sanitaire avec le SAMU, sur le site de l'accident ou en zone sécurisée en fonction des configurations. Et puis l'idée étant de mettre en place un poste d'urgence médico-psychologique sur le modèle du SAMU qui met en place un poste médical avancé. L'idée, c'est un hôpital finalement à l'extérieur, c'est du pré-hospitalier, on recrée une structure hospitalière mais sur le terrain. Et puis après, il y a la partie clinique, avec la prise en charge des psychotraumatisés sur le terrain, les impliqués, puisque les blessés, eux, les UA, les UR, sont évacués sur les établissements de santé. Il faudra les récupérer après pour la dimension psychique, mais aussi les endeuillés, mais aussi les professionnels, comme on en parlait juste avant. Et puis, qu'est-ce qui s'y passe finalement sur place? Il y a une intervention médico-psychologique, la consultation, la réalisation de certificats médicaux initiaux, c'est important sur les événements de catastrophe, pour la suite de la prise en charge, avec travail, prescription médicale, orientation vers une prise en charge ultérieure, et puis l'articulation avec les associations d'aide aux victimes agréées.
Bon, ça c'est le modèle d'un poste d'urgence médico-psychologique, je ne rentrerai pas dans le détail parce que je crois qu'au niveau du timing, je ne suis pas très bon. Il y a aussi une coordination quand il y a plusieurs postes d'urgence médico-psychologique. Je pense à des situations multisites comme il y a pu y avoir sur Paris, alors multisites, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs chantiers, c'est-à-dire plusieurs endroits où il y a eu un événement. Donc on crée plusieurs PUMP. C'était valable à Paris, c'était valable à Nice, c'était valable aux Antilles également. Et donc il y a tout un système de coordination entre les différents types de PUMP. Il peut y avoir des PUMP aussi dans les établissements de santé, au CHU, au CHS, parfois à l'IML, ce qui était arrivé aussi à Paris, parfois en mairie, sur le terrain. Et puis l'articulation avec les différents acteurs de la crise, tant sur les cellules de crise du CHU, du SAMU, du CHS, de l'ARS et après plus au niveau national, jusqu'au Chorus. Et puis la même chose avec en particulier la préfecture, la PJ, la police judiciaire, la mairie et les psychiatres des référents départementaux. Donc il y a tout un système d'orchestration de tout le dispositif. Bon, quelques exemples, c'est non exhaustif, mais sur les interventions PUM qui ont pu y avoir avec les collègues de la région, nous sommes allés à Paris sur les attentats de novembre. Juste avant, à Bordeaux, il y avait eu Puisseguin avec le bus brûlé avec les 43 morts 15 jours auparavant. Les équipes sont parties aussi sur Nice. Il y a une petite mission au Sri Lanka là, cette année. Et puis les catastrophes naturelles, Xynthia, le cyclone Irma, où nous sommes partis aussi avec des équipes, une douzaine de volontaires de la région. Voilà, bon, c'est clairement non exhaustif. On peut y intégrer aussi tous l'accident de la voie publique, les grands carambolages, etc. Le dispositif pour la Nouvelle-Aquitaine, il y a une CUMP par SAMU. Alors, la CUMP, c'est associé au SAMU réglementairement. Et donc, quand les volontaires sortent dans le cadre d'une CUMP, ils sortent dans le cadre du SAMU. C'est lié, les établissements sont liés par une convention. La plupart du temps, la configuration, c'est un établissement de santé avec des professionnels de santé mentale, un hôpital psychiatrique, un CHU à proximité et un conventionnement pour utiliser la logistique du SAMU pour intervenir. Mais il y a les tenues, il y a le fonctionnement, il y a toute la logistique du SAMU. Il y a 3 CUM, ce qu'on appelle permanents, c'est-à-dire qu'il y a des professionnels qui ont des temps dessus. C'est Bordeaux, Poitiers et Limoges. C'est en fait les anciens chefs-lieux de région, d'ex-région, avec réglementairement ce qui était prévu initialement, un mi-temps de psychiatre, un mi-temps de psychologue et un mi-temps de secrétariat, avec des aménagements locaux en fonction. Et puis Bordeaux, dans le cadre de la zone des nouvelles grandes régions, est renforcé avec un mi-temps de coordination régionale et puis une astreinte régionale. Les 9 autres CUMP, on a 12 départements, mais 13 CUMP, puisque sur le 64, il y a 64A, 64B avec 2 SAMU. Il y a un psychiatre référent, mais lui, il est volontaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas de temps dédié, avec toutes les difficultés que ça peut représenter pour, en entretien du réseau, voir les volontaires, organiser les sorties, etc. Ce dispositif, il est aussi lui-même inclus dans un dispositif plus global au niveau national avec une coordination zonale. Il y a 7 zones de défense et de sécurité et puis une coordination au niveau national. Actuellement, la psychiatre référente nationale et la psychiatre zonale de Lyon. Bon, le financement se fait par MIG. Le déclenchement est systématiquement un déclenchement SAMU. C'est vraiment une antenne du SAMU. Le déclenchement peut se faire aussi sur demande directe du préfet ou du directeur de l'ARS selon le type de plan d'urgence. Et le fonctionnement, c'est évidemment 24/24 et 7/7. Pour conclure, alors on a bien vu, sur l'expérience peut-être en Aquitaine, le grand virage, la CUMP a été créée chez nous en 2000, avec un fonctionnement, surtout sur l'accidentologie, mais c'est vrai que le grand virage, ça a été Puisseguin en local, puisqu'effectivement il y a eu besoin d'une ressource en compétences médico-psychologiques très importantes, et un rôle fondamental qui a clairement été identifié par tous les acteurs. Et puis 15 jours après les attentats, et là toute l'importance de ce dispositif a pu être mis en évidence. Il faut savoir que la CUMP, elle coordonne l'ensemble en fait, des moyens médico-psychologiques en immédiat, en post-immédiat sur les situations de catastrophe. Parce qu'il peut y avoir d'autres ressources en lien avec d'autres secteurs professionnels, mais c'est la CUMP qui coordonne l'ensemble des moyens à disposition. Il faut savoir aussi que tous les volontaires qui interviennent sur les situations de catastrophe sont tous formés spécifiquement à la CUMP. Les durées d'intervention sont plus longues que celles du SAMU, évidemment, ça se compte un petit peu en jours. Et puis, il y a toute la question de la coordination, de la formation des volontaires psychiatres en psychiatrie de catastrophe. Ça prend du temps, il y a du renouvellement. Il faut savoir que pour l'année prochaine, en 2020, ça sera intégré au programme de l'AFCSU.
Et puis il y a tout le travail en réseau interservice dont j'ai un petit peu parlé. La question du relais, parce qu'on voit les personnes, et après qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on les renvoie? Sur la CUMP, il n'y a pas vocation à faire de suivi, donc on fait des suivis maximum 1 mois ou 2, mais après s'il y a besoin de soins supplémentaires, il faut organiser le suivi. La question s'est posée de manière majeure à Nice par exemple, où il y avait vraiment beaucoup d'enfants, et le problème du relais en pédopsychiatrie. Et puis la question d'un système qui repose sur le volontariat avec toutes les limites que ça peut représenter. Et puis il y avait aussi sur le terrain, ce qu'on voit quand même beaucoup, et c'était cité au début de l'ouverture du congrès, le problématique des dérives sectaires sur le terrain, des personnes qui viennent faire un peu leur marché sur des personnes en situation de vulnérabilité. Voilà, j'étais un petit peu rapide, mais je vous remercie. Sans transition et pour coller au timing qui est un petit peu serré, on a été très ambitieux sur cette table ronde, là, donc on va essayer de... Je vais vous présenter les principes de prise en charge des blessés psychiques dans le service de santé des armées. Voilà, donc je vais essayer de brosser à grands traits les grands principes. On ne va pas rentrer dans les détails parce que je souhaite donner la parole aux associations et aux blessés. Voilà. Et donc je vais vous présenter un petit peu le microcosme militaire. Microcosme militaire pour lequel les troubles psychiques post-traumatiques sont quand même un enjeu de santé publique majeur, puisque suivant les situations et les conflits, on a 10 à 40% de blessés psychiques, 2 fois plus que les blessés physiques. C'est-à-dire que sur certaines missions, certains patients vont présenter, enfin certaines personnes vont présenter des blessures psychiques, et puis surtout, une des caractéristiques au milieu militaire, c'est que quand même, les gens sont exposés à des traumatismes répétés. Donc c'est en fonction des missions, plus on multiplie les missions, plus on multiplie les occurrences traumatiques. Voilà. Autre spécificité, les blessures psychiques sont fréquemment associées à des blessures physiques. Exposition répétée, comme je le disais, et puis elles surviennent dans une dynamique de groupe qui fait que c'est parfois un petit peu compliqué d'exprimer sa souffrance, d'exprimer ses états d'âme et d'exprimer sa faiblesse. On a plus tendance à aller à la popote et à prendre une bière qu'à dire qu'on n'est pas bien. Et ça, on va le repérer quelques années plus tard parce qu'effectivement, le nombre de comorbidités addictives est souvent très importante. Voilà, alors comment est-ce qu'on a pensé la prise en charge dans le service de santé des armées? Je vais vous la présenter de manière un petit peu schématique. On a pensé une prise en charge intégrée à tous les temps du traumatisme et en essayant de centraliser au maximum, enfin, de proposer une centralisation au maximum des interlocuteurs, de regrouper les interlocuteurs et vraiment de mobiliser un effort institutionnel autour du blessé psychique. Donc dans le front, au front, ça se traduit par l'envoi de psychiatres en poste avancé, selon des principes de prise en charge qui sont les mêmes depuis la Grande Guerre. Donc autant dire qu'on n'a pas fait beaucoup de progrès là-dessus. Donc c'est proximité, immédiateté, simplicité, expectative. C'est-à-dire qu'on essaie de mettre en place un psychiatre au niveau de l'antenne médico-chirurgicale, c'est-à-dire un rôle 2, susceptible d'intervenir rapidement après les événements, à proximité du front pour éviter de rompre le contact avec les camarades, avec des moyens simples. On ne va pas se lancer dans une thérapie extensive en situation hostile, et en se laissant le temps de la réflexion. Si on décide une évacuation et si on décide un retour à l'arrière, donc on a une médicalisation précoce, on va accompagner ce qu'on appelle l'évacuation sanitaire. Les patients sont évacués vers les hôpitaux plateformes et peuvent être ensuite à proximité de leur domicile, adressés à des unités de traitement et de réadaptation des blessés, comme il y en a une en constitution à l'heure actuelle sur Bordeaux. Donc à l'heure actuelle, il y a encore une distinction entre le service de psychiatrie et le service de rééducation fonctionnelle, mais à terme, ces deux services sont appelés à fonctionner, enfin appelés à fusionner, et le blessé physique comme psychique sera pris en charge au sein du même service. Voilà. Donc, au sein de ces services, de cette unité de traitement et de réadaptation des blessés, on va avoir à suivre une file active importante, souvent de patients qui présentent des comorbidités lourdes, anxiété, dépression, addiction, mais aussi isolement social, voilà.
malheureusement qui doivent parfois faire 300 à 400 km pour venir nous voir. Donc pour proposer un accompagnement dans la durée, le modèle qui est développé à l'heure actuelle sur Bordeaux, mais qui a tendance à se généraliser dans les autres UTRB, c'est celui des hospitalisations séquentielles. C'est-à-dire que c'est des gens pour lesquels on va programmer des hospitalisations d'une semaine, où on va proposer une prise en charge globale. Alors ça peut être une prise en charge psychothérapique, médicamenteuse, mais également des soins de bien-être, une rééducation au sport, un accompagnement pour les tâches du quotidien. Durant l'hospitalisation, il va également y avoir des interlocuteurs institutionnels pour aider aux démarches de réparation et de reconnaissance. Il va y avoir une assistance sociale, un bilan social qui va être effectué pour définir les problèmes sociaux à répondre. On propose également des soutiens des aidants. Et on a mis en place des journées des aidants pour pouvoir mobiliser les familles et proposer un soutien aux familles. Voilà. Et après, on propose une prise en charge intégrative. On n'est pas focalisé sur des modalités de prise en charge spécifiques. On s'adapte à la demande de la personne et puis à son état. Et puis voilà, on peut proposer. On a parmi les outils spécifiques, on a des outils groupaux. Bon, ça, c'est vraiment important. Dans notre milieu, en tout cas. Parce qu'il y a mise en jeu là, de processus d'identification. Voilà. Donc soit groupe de parole, soit groupe médiatisé par art-thérapie et musicothérapie. Et le but, c'est de penser une prise en charge inscrite dans la durée. Indépendamment de cette prise en charge, ou en complément de cette prise en charge, ou en appui de cette prise en charge, on essaye de développer... Alors, on anime et on coordonne un réseau de psychologues de proximité, d'actifs ou de réserve. On est en correspondance avec les médecins d'unité, parce que la région Terre Sud-Ouest s'étend de Poitiers à Toulouse jusqu'à Castel-Sarrazin. Autant vous dire que ça nous fait quand même une grande bassin de population. Et puis on s'appuie aussi sur les structures civiles. Et on a eu... Le docteur Gonzalez est intervenu pour Capcivy. Il suit un certain nombre Capcivy suit un certain nombre de militaires parce qu'il propose un suivi de proximité. Voilà. On propose une prise en charge qui intègre aussi d'autres acteurs que ceux de la santé. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs institutionnels qui vont être chargés plus spécifiquement de la réorientation professionnelle, de la réadaptation professionnelle. Et puis un soutien institutionnel qui va être organisé. Ça peut être des activités de cohésion par le sport, ça peut être des activités multiples, médiation équine, médiation par la voile, voilà. Et à la fois en collaboration avec les acteurs institutionnels, et en même temps en collaboration avec des acteurs civils, et notamment les associations. Là, vous allez entendre après le témoignage de M. Rossini, qui fait partie d'une association d'anciens militaires qui s'investit auprès de ses camarades de combat. Voilà. Donc les spécificités de ce que l'on propose au sein du service de santé, c'est une prise en charge en réseau, un suivi balisé à la reconnaissance aux soins, de la réadaptation à la réparation. Et puis avec un équilibre délicat, un équilibre qui est toujours à trouver, un équilibre qui est toujours à réinterroger entre parcours institutionnel et trajectoire individuelle. C'est-à-dire que l'institution militaire propose un ensemble d'outils qu'il va falloir mobiliser à des temps donnés de la prise en charge. Et l'important, c'est de respecter le temps individuel, parce que c'est avant tout le blessé, c'est lui qui fixe le tempo, quoi. Voilà, et puis en plus de tout ça, on essaie de collaborer avec nos collègues civils, comme aujourd'hui par exemple. Mesdames et messieurs, bonjour. En premier lieu, je tiens à vous dire combien on est à la fois honoré de nous retrouver face à un auditoire comme le vôtre. Puis je saisis l'opportunité pour remercier le docteur Berger pour l'invitation, parce que c'est vrai que laisser parler des blessés, c'est vraiment important, vous allez le mesurer tout à l'heure. Alors, avant de vous faire ma présentation, je vais me présenter assez sommairement. Je suis ancien militaire. J'ai quitté l'institution après 32 ans
au sein de l'institution, dont 25 dans les unités spéciales. Je suis parti pour des raisons médicales parce que je m'étais abîmé les lombaires en saut en parachute. Durant ma carrière, j'ai occupé de nombreux postes opérationnels, mais pas que, puisque j'ai notamment été en charge des ressources humaines, et plus précisément, durant 3 ans, ça c'est vraiment les 3 années qui m'ont marqué au plus profond, et c'est ce qui fait que je sois là aujourd'hui. J'ai été en charge du recrutement des jeunes, de la reconversion, donc aider les militaires qui quittaient l'institution, mais j'étais surtout en charge de la condition du personnel et de l'action sociale. Et ça a été marquant. Pourquoi ? Parce que j'étais responsable de la prise en compte du suivi des blessés en service, que ce soit en opération, à l'entraînement, etc. Mais également des familles, parce que mes camarades qui sont là vous le diront tout à l'heure. Hein. Je suis accompagné, j'en profite pour vous dire que je suis accompagné de Madame Christiane Marchal, qui est notre responsable formation et notre psychologue. Et puis j'ai avec moi deux camarades qui sont des blessés qui vous expliqueront un peu ce qui leur est arrivé et ce qu'ils vivent actuellement. Donc je vous parlais tout à l'heure de l'importance de la famille. Il est clair que la famille est très fortement impactée. Et plus encore, évidemment, quand on a des morts en service. Moi j'en ai eu, pour ce qui me concerne, j'ai eu 5 blessés graves en 3 ans et 5 décès, dont 3 en opération. Donc c'est vous dire à quel point cette expérience-là, elle marque son bonhomme. Alors maintenant, je suis le vice-président de l'association Faire Face et Résilience. Je me fais l'interprète là aussi du président qui est indisponible. Et je m'en vais vous expliquer les tenants et les aboutissants de notre action. Alors, en premier lieu, comme toute association, on a des partenaires. Qui dit partenaire, sponsor, dit un peu d'argent parce qu'il faut qu'on fonctionne. Et puis surtout, on a eu la chance, en 2016, de monter un projet et de le proposer à Tego. Le groupe Tego, c'est des assureurs qui assurent notamment tout ce qui est gendarmerie, police et les armées. On a bénéficié d'une forte somme qui nous a permis d'entamer la procédure et d'entamer nos actions. Alors, le constat, pourquoi cet assaut ? D'abord, il y avait une augmentation du nombre de militaires en détresse psychologique. On s'est trouvé à un moment où il y avait eu, d'une part, l'Afghanistan, puis le Mali, c'était très chaud. Les actions étaient vraiment bien supérieures à ce qu'on avait pu connaître antérieurement, et il y avait de plus en plus de blessés. Il y avait évidemment une nécessité opérationnelle d'en réduire les effets, parce que quelqu'un qui n'est pas bien, il est plus capable d'aller au combat. Il y avait des répercussions indirectes, forcément, je viens de vous le dire, sur la cellule familiale, et puis surtout, il y avait une très forte demande des opérateurs. Alors ce qu'il faut intégrer, c'est que chez nous, dans les unités spéciales, il y a un relationnel, il y a une complicité, il y a une amitié, il y a une connivence qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est exacerbé, pourquoi ? Parce qu'on est tous importants les uns pour les autres. Et même si je suis le chef, c'est peut-être le caporal qui est arrivé dans le groupe il y a 6 mois qui va me sortir de l'ornière et qui va me mettre dans l'hélico parce que j'aurais pris 2 balles. Donc vous voyez, il y a un relationnel très fort qui se crée. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, les gars sont venus nous demander en disant « Help, il faut faire quelque chose parce qu'on ne se sent pas prêt. Plus ça va, plus c'est dur et on ne se sent pas assez préparé mentalement pour y aller. » Notre approche, ça a été de renforcer la capacité de résilience ou l'art de naviguer dans les torrents, la capacité de continuer à vivre, à se développer et à réussir malgré les épreuves. En fait, surmonter tout ce qu'on a enduré, se renforcer. On dit que ce qui tue pas rend plus fort, c'est vraiment ça. Et on avait 2 axes d'effort, développer les capacités propres de chacun, et puis développer les liens de la personne avec son environnement. L'environnement, je vous l'ai dit, c'est d'abord l'équipe, c'est le groupe, puis c'est évidemment la famille. Alors l'objectif, c'est de participer de notre mieux au maintien des ressources mentales intrinsèques, qui appartiennent à chacun, de tout personnel susceptible d'être confronté à une situation éprouvante par le renforcement des capacités et individuelles et collectives à faire face à un événement potentiellement grave, et donc augmenter la capacité de résilience. Alors ça marche pour les militaires, mais on s'aperçoit en fait que ça peut marcher pour beaucoup de gens. La police est concernée, on avait démarché la préfecture de police qui était super intéressée, les pompiers, plus ça va, et plus ils sont pris à partie, et puis notre prestataire, celui qui travaille pour nous, travaille également au profit des professeurs, notamment pour les écoles à l'étranger. Parce que plus ça va, et notamment dans certains pays, plus les écoles françaises sont menacées, si on peut dire. Donc la résilience, ce n'est pas seulement une affaire de soldats. Nos missions, préparer et renforcer mentalement grâce à une méthode innovante, on en parlera tout à l'heure,
toutes les personnes qui sont susceptibles d'être confrontées à des situations graves, éprouvantes ou hors normes. On vient d'en parler. Informer et, si nécessaire, orienter ces personnes vers les professionnels, parce que l'asso, on est tout sauf des thérapeutes. On est d'abord des gens expérimentés, on est capable de parler avec les gens qui sont confrontés à des problèmes, on est capable de leur parler de ce qu'on a vécu, on est capable de leur dire que la boue c'est sale, la nuit c'est noir et la neige c'est froid, de les aider mentalement à se préparer, mais après, quand on est confronté à une personne qui a besoin, on les envoie chez le psychologue, chez le médecin, etc. Moi je vais profiter aussi, j'ai une expérience qui m'a beaucoup marqué aussi. Je me suis retrouvé, quand je venais de prendre mon poste en 2005, je venais de prendre mon poste et je me suis retrouvé avec 2 sous-officiers qui, en se passant les consignes, dans un conteneur de munitions, en fait, ont été tués avec l'explosion d'un des engins qui se trouvait là. C'est un accident, évidemment, mais n'empêche que ça a pété, et il y a un gars qui rentrait de la douche et qui s'est dit, tiens, il y a eu une explosion, je vais aller voir ce qui se passe. Donc lui, il a posé sa serviette, et puis il a vu le premier copain, il avait plus de tête, il a dit, bon, il doit être mort, lui. Il est arrivé au deuxième, il l'a pris par les pieds, il l'a tiré, les pieds lui sont restés dans les mains. C'est vous dire. Je suis désolé, je vous le dis, ça fait mal, mais c'est ce qui s'est passé. Devinez ce que le gars a fait. Il a ramassé sa serviette, puis il a été rendre compte. Mais à aucun moment, on l'a envoyé voir un médecin. Parce que, il a dit, non, ça va, impeccable. Non, mais ça va, je pète la forme. Moi, quand j'ai appris ça, j'ai dit, mais il faut absolument envoyer les psychologues. Il faut intervenir, il faut que les psychologues de l'armée de terre viennent sur place. Le général, le commandant localement a dit, mais non, ils n'en ont pas besoin, c'est des unités spéciales. C'est pas des petits morales. C'est vous dire, vous voyez ? Alors que nous ne sommes que des hommes comme les autres. On court peut-être plus vite, on tire peut-être mieux, mais on est des bonhommes comme les autres. Donc vous voyez, au retour, moi j'ai dit au médecin, ce gars-là, il faut absolument que tu le vois. Il faut absolument qu'on le marque dans son dossier. Il faut, à un moment ou à un autre, il faut qu'on puisse le rattacher. Voilà. Tout ça pour vous dire, on constitue le trait d'union avec les dispositifs en place, et puis on apporte à ces personnes et à leurs familles l'appui moral. Sur quoi on fonctionne ? Les statuts de loi 1901, évidemment. Le code éthique avec un comité éthique. On recherche des financements et des soutiens. Je profite aussi de vous dire qu'à la sortie, il y aura une urne, vous pourrez déposer tout ce que vous voulez. On a évidemment un appui auprès du commandement, et puis un partenaire qui travaille pour nous et qui applique la méthode qu'il a mise en place. Je vous en parlais tout à l'heure. Alors, nous sommes éligibles au régime de mécénat, ça veut dire que quand vous allez nous faire un chèque, vous pourrez le déduire de vos revenus. Et enfin, on est centre de formation reconnu. L'attitude proactive, c'est ça. L'attitude proactive, qu'est-ce que c'est ? C'est être capable de prendre son destin en main pour anticiper les situations, développer les ressources et les savoir-faire, adopter l'attitude et le comportement juste, et puis s'éviter des conséquences indésirables. Vite fait, pour vous situer, imaginez, j'ai 5 000 € à déposer à la banque, j'habite à Chanteloup-les-Vignes, à quoi je vais penser ? Je cours un danger majeur en traversant le quartier parce que je risque de me faire dépouiller. Donc je vais prendre des baskets, il faut que je puisse courir vite. Je vais me préparer à discuter avec les gars qui vont vouloir me prendre de l'argent. Je ne vais pas prendre de sac à dos, je vais le mettre dans ma poche pour pas qu'on puisse m'arracher mon sac, etc., etc. C'est ça la stratégie proactive. C'est se dire à quoi vais-je être confronté, qu'est-ce que je vais devoir traverser, comment je vais m'y prendre pour m'en sortir. Donc au bilan, depuis 2016, ont été sensibilisés 264 opérateurs des forces spéciales, 131 commandos parachutistes, 64 commandos de montagne. Voilà, au résultat, ce que ça donne. Alors vous voyez que dans la partie en bas à gauche pour vous, il y a un petit trou qui concerne la durée. Pourquoi ? Parce que bien souvent, on fait nos présentations, on forme nos gars. On forme nos gars quand ils sont en préparation. Voilà. Vous êtes préparés physiquement et techniquement, préparez-vous mentalement, soyez proactifs, j'espère que je vous ai convaincus.